8. Quand nous fûmes arrivés sur les frontières, j'écrivis à mon père. Ma lettre fut respectueuse, mais il y avait un fond d'amertume. Je lui savais mauvais gré d'avoir resserré mes liens en prétendant les rompre. Je lui annonçai que je ne quitterais Élénore que lorsque, convenablement fixée, elle n'aurait plus besoin de moi. Je le suppliai de ne pas me forcer, en s'acharnant sur elle, à lui rester toujours attaché. J'attendis sa réponse pour prendre une détermination sur notre établissement. « Vous avez 24 ans, me répondit-il. Je n'exercerai pas contre vous une autorité qui touche à son terme et dont je n'ai jamais fait usage. Je cacherai même, autant que je le pourrai, votre étrange démarche. Je répandrai le bruit que vous êtes parti par mes ordres ou pour mes affaires. Je subviendrai libéralement à vos dépenses. Vous sentirez vous-même bientôt que la vie que vous menez n'est pas celle qui vous convenait. Votre naissance, vos talents, votre fortune vous assignaient dans le monde une autre place que celle de compagnon d'une femme sans patrie et sans aveu. Votre lettre me prouve déjà que vous n'êtes pas content de vous. Songez que l'on ne gagne rien à prolonger une situation dont on rougit. Vous consumez inutilement les plus belles années de votre jeunesse, et cette perte est irréparable. » La lettre de mon père me perça de 1000 coups de poignard. Je m'étais dit 100 fois ce qu'il me disait. J'avais eu 100 fois honte de ma vie s'écoulant dans l'obscurité et dans l'inaction. J'aurais mieux aimé des reproches, des menaces. J'aurais mis quelque gloire à résister, et j'aurais senti la nécessité de rassembler mes forces pour défendre Élénore des périls qui l'auraient assaillie. Mais il n'y avait point de péril. On me laissait parfaitement libre. Et cette liberté ne me servait qu'à porter plus impatiemment le joug que j'avais l'air de choisir. Nous nous fixâmes à Cadène, petite ville de la Bohême. Je me répétais que, puisque j'avais pris la responsabilité du sort d'Élénore, il ne fallait pas la faire souffrir. Je parvins à me contraindre. Je renfermai dans mon sein jusqu'au moindre signe de mécontentement, et toutes les ressources de mon esprit furent employées à me créer une gaieté factice qui put voiler ma profonde tristesse. Ce travail eut sur moi-même un effet inespéré. Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. Les chagrins que je cachais, je les oubliais en partie. Mes plaisanteries perpétuelles dissipaient ma propre mélancolie. Et les assurances de tendresse dont j'entretenais Élénore répandaient dans mon cœur une émotion douce qui ressemblait presque à l'amour. De temps en temps, des souvenirs importuns venaient m'assiéger. Je me livrais, quand j'étais seul, à des accès d'inquiétude. Je formais 1000 plans bizarres pour m'élancer tout à coup hors de la sphère dans laquelle j'étais déplacé. Mais je repoussais ces impressions comme de mauvais rêves. Élénore paraissait heureuse. Pouvais-je troubler son bonheur? Près de 5 mois se passèrent de la sorte. Un jour, je vis Élénore agitée et cherchant à me taire une idée qui l'occupait. Après de longues sollicitations, elle me fit promettre que je ne combattrais point la résolution qu'elle avait prise et m'avoua que M. de P. lui avait écrit. Son procès était gagné. Il se rappelait avec reconnaissance les services qu'elle lui avait rendus et leur liaison de 10 années. Il lui offrait la moitié de sa fortune, non pour se réunir avec elle, ce qui n'était plus possible, mais à condition qu'elle quitterait l'homme ingrat et perfide qui les avait séparés. « J'ai répondu, me dit-elle, et vous devinez bien que j'ai refusé. » Je ne devinais que trop. J'étais touché, mais au désespoir du nouveau sacrifice que me faisait Élénore. Je n'osais toutefois lui rien objecter. Mes tentatives en ce sens avaient toujours été tellement infructueuses. Je m'éloignais pour réfléchir au parti que j'avais à prendre. Il m'était clair que nos liens devaient se rompre. Ils étaient douloureux pour moi. Ils lui devenaient nuisibles.
J'étais le seul obstacle à ce qu'elle retrouvât un état convenable et la considération qui, dans le monde, suit tôt ou tard l'opulence. J'étais la seule barrière entre elle et ses enfants. Je n'avais plus d'excuses à mes propres yeux. Lui céder dans cette circonstance n'était plus de la générosité, mais une coupable faiblesse. J'avais promis à mon père de redevenir libre aussitôt que je ne serais plus nécessaire à Élénore. Il était temps enfin d'entrer dans une carrière, de commencer une vie active, d'acquérir quelques titres à l'estime des hommes, de faire un noble usage de mes facultés. Je retournai chez Élénore, me croyant inébranlable dans le dessein de la forcer à ne pas rejeter les offres du comte de P, et pour lui déclarer, s'il le fallait, que je n'avais plus d'amour pour elle. « Cher ami, lui dis-je, on lutte quelque temps contre sa destinée, mais on finit toujours par céder. Les lois de la société sont plus fortes que les volontés des hommes. Les sentiments les plus impérieux se brisent contre la fatalité des circonstances. En vain, l'on s'obstine à ne consulter que son cœur. On est condamné tôt ou tard à écouter la raison. Je ne puis vous retenir plus longtemps dans une position également indigne de vous et de moi. Je ne le puis ni pour vous, ni pour moi-même. » À mesure que je parlais sans regarder Élénore, je sentais mes idées devenir plus vagues et ma résolution faiblir. Je voulus ressaisir mes forces et je continuai d'une voix précipitée. « Je serai toujours votre ami, j'aurai toujours pour vous l'affection la plus profonde. Les 2 années de notre liaison ne s'effaceront pas de ma mémoire. Elles seront à jamais l'époque la plus belle de ma vie. Mais l'amour, ce transport des sens, cette ivresse involontaire, cet oubli de tous les intérêts, de tous les devoirs, Élénore, je ne l'ai plus. » J'attendis longtemps sa réponse sans lever les yeux sur elle. Lorsqu'enfin je la regardai, elle était immobile. Elle contemplait tous les objets comme si elle n'en eût reconnu aucun. Je pris sa main. Je la trouvai froide. Elle me repoussa. « Que me voulez-vous » me dit-elle. « Ne suis-je pas seul, seul dans l'univers, seul sans un être qui m'entende? Qu'avez-vous encore à me dire ? Ne m'avez-vous pas tout dit ? Tout n'est-il pas fini, fini sans retour ? Laissez-moi, quittez-moi. N'est-ce pas là ce que vous désirez ? » Elle voulut s'éloigner, elle chancela. J'essayai de la retenir, elle tomba sans connaissance à mes pieds. Je la relevai, je l'embrassai, je rappelai ses sens. « Élénore, m'écriai-je, revenez à vous, revenez à moi. Je vous aime d'amour, de l'amour le plus tendre. Je vous avais trompé pour que vous fussiez plus libre dans votre choix. Crédulité du cœur, vous êtes inexplicable. » Ces simples paroles, démenties par tant de paroles précédentes, rendirent Élénore à la vie et à la confiance. Elle me les fit répéter plusieurs fois. Elle semblait respirer avec avidité. Elle me crut. Elle s'enivra de son amour qu'elle prenait pour le nôtre. Elle confirma sa réponse au comte de P. Et je me vis plus engagé que jamais. 3 mois après, une nouvelle possibilité de changement s'annonça dans la situation d'Élénore. Une de ces vicissitudes communes dans les républiques que des factions agitent rappela son père en Pologne et le rétablit dans ses biens. Quoiqu'il ne connût qu'à peine sa fille, que sa mère avait emmenée en France à l'âge de 3 ans, il désira la fixer auprès de lui. Le bruit des aventures d'Élénore ne lui était parvenu que vaguement en Russie, où pendant son exil, il avait toujours habité. Élénore était son enfant unique. Il avait peur de l'isolement, il voulait être soigné. Il ne chercha qu'à découvrir la demeure de sa fille, et dès qu'il l'eut apprise, il l'invita vivement à venir le joindre. Elle ne pouvait avoir d'attachement réel pour un père qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu. Elle sentait néanmoins qu'il était de son devoir d'obéir. Elle assurait de la sorte à ses enfants une grande fortune,
et remontait elle-même au rang que lui avaient ravi ses malheurs et sa conduite. Mais elle me déclara positivement qu'elle n'irait en Pologne que si je l'accompagnais. « Je ne suis plus, dit-elle, dans l'âge où l'âme s'ouvre à des impressions nouvelles. Mon père est un inconnu pour moi. Si je reste ici, d'autres l'entoureront avec empressement. Il en sera tout aussi heureux. Mes enfants auront la fortune de monsieur de P. Je sais bien que je serai généralement blâmé. Je passerai pour une fille ingrate et pour une mère peu sensible, mais j'ai trop souffert. Je ne suis plus assez jeune pour que l'opinion du monde ait une grande puissance sur moi. S'il y a dans ma résolution quelque chose de dur, c'est à vous, Adolphe, que vous devez vous en prendre. Si je pouvais me faire illusion sur vous, je consentirais peut-être à une absence, dont l'amertume serait diminuée par la perspective d'une réunion douce et durable. Mais vous ne demanderiez pas mieux que de me supposer à 200 lieues de vous, contente et tranquille au sein de ma famille et de l'opulence. Vous m'écririez là-dessus des lettres raisonnables que je vois d'avance. Elles déchireraient mon cœur. Je ne veux pas m'y exposer. Je n'ai pas la consolation de me dire que, par le sacrifice de toute ma vie, je sois parvenu à vous inspirer le sentiment que je méritais. Mais enfin, vous l'avez accepté, ce sacrifice. Je souffre déjà suffisamment par l'aridité de vos manières et la sécheresse de nos rapports. Je subis ces souffrances que vous m'affligez. Je ne veux pas en braver de volontaire. » Il y avait dans la voix et dans le ton d'Éléonore je ne sais quoi d'âpre et de violent, qui annonçait plutôt une détermination ferme qu'une émotion profonde ou touchante. Depuis quelque temps, elle s'irritait d'avance lorsqu'elle me demandait quelque chose, comme si je le lui avais déjà refusé. Elle disposait de mes actions, mais elle savait que mon jugement les démentait. Elle aurait voulu pénétrer dans le sanctuaire intime de ma pensée pour y briser une opposition sourde qui la révoltait contre moi. Je lui parlais de ma situation, du vœu de mon père, de mon propre désir. Je priais, je m'emportais. Éléonore fut inébranlable. Je voulus réveiller sa générosité, comme si l'amour n'était pas de tous les sentiments le plus égoïste et, par conséquent, lorsqu'il est blessé, le moins généreux. Je tâchais, par un effort bizarre, de l'attendrir sur le malheur que j'éprouvais en restant près d'elle. Je ne parvins qu'à l'exaspérer. Je lui promis d'aller la voir en Pologne, mais elle ne vit dans mes promesses, sans épanchement et sans abandon, que l'impatience de la quitter.